Paul. Bonjour. Bonjour camarade Freddy. Très heureux encore de te revoir dans mon patelin, ici à Lausanne. Oui, et là nous sommes où? Parce que nous amenez à un endroit exceptionnel. Ici, nous sommes dans un petit bois qui s'appelle la forêt des Sauvablins. C'est un domaine qui est géré par la ville de Lausanne et où il y a un petit lac artificiel que vous voyez là, qui a été d'ailleurs créé juste pour le plaisir des yeux. Et les enfants viennent, surtout l'été, viennent s'amuser ici avec des petites pirogues. Et vous voyez là, il y a des canards. Et de l'autre côté, il y a une partie qui a été consacrée à un petit jardin zoologique où on peut admirer les animaux qui viennent d'ailleurs, hein, qui ne sont pas des animaux d'Europe, hein, mais qui viennent de pays étrangers. Et là, il y a ce domaine-là pour, en tout cas, toujours pour la beauté des yeux. Et puis, le bois que vous voyez là, c'est un bois qui est aussi artificiel. C'est pas une forêt naturelle. Hein. Ah bon, vous savez, ah bon. oui. C'est une forêt qui a été plantée par les élèves, par les amis de la Suisse qui aiment la nature et tout ça. Voilà tout ce que tu vois. Donc c'est quelque chose qui a été créé pour le plaisir de l'homme, pour la beauté de regard et tout ça, etc. C'est ça. Ça s'appelle le domaine des Sauvablins. Et de l'autre côté, ce sont des restaurants. Ce sont des restaurants. Il y a un restaurant, là il y a la maison du gardien, de celui qui garde donc le domaine. Congo Telema Mwana Congo Telema Telema esika yo ozali mpona mboka na yo. Mwana Congo Telema Telema esika yo ozali mpona Bwana Paul. Oh, Bwana Freddy. Ah là 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 là. Très heureux encore de te revoir dans mon pays. Dans mon pays d'accueil, hein, il faut le dire. Parce que ce n'est pas mon pays d'origine. Alors, depuis... Et là, nous sommes où? Nous sommes où? Mais ici, nous sommes dans un petit domaine qui s'appelle Sauvablin. Généralement, on l'appelle le domaine de la forêt des Sauvablins. C'est une forêt qui est gérée par la ville de Lausanne, qui a été créée juste pour permettre aux citoyens de Lausanne de se promener, de se reposer, surtout dans des périodes d'été, quand il fait chaud. Et derrière nous, là, il y a un petit lac artificiel qui a été créé, effectivement, pour le plaisir des yeux. Il y a des poissons. Il y a des poissons. Qui sont mangeables ou pas? Non, qui ne sont pas mangeables, qui sont là pour être regardés, appréciés. Et qui apprécient aussi leur liberté. Et puis qui sont en liberté. Oui. Et puis qui sont protégés, certainement. De l'autre côté, vous voyez, il y a des oiseaux, donc il y a des canards, il y a des oies, etc. Et de l'autre côté du petit lac, c'est un petit jardin zoologique où on peut trouver des animaux qui viennent d'Afrique, donc des chèvres, des moutons, des trucs comme ça, des gazelles, etc. Des animaux qu'on n'a pas l'habitude de voir dans la faune européenne. Et c'est là où nous venons un peu en pèlerinage pour nous assouvir un peu de cette nostalgie de notre pays qui nous manque depuis plus de 30 ans maintenant, ici. Alors 30 ans que vous êtes en Suisse, 30 ans que vous êtes à Lausanne. Bwana Kaumbu, par rapport à la situation qui se passe en République démocratique du Congo, qui est votre pays
d'origine. On sait que les élections ont été grugées, boutiquées, les résultats, on parle des fraudes massives, et ça fait plus de 100 jours que Joseph Kabila a prêté serment, mais on ne voit pas l'issue de cette prestation de serment. Il n'y a pas de gouvernement, il y a un parlement qui se met en place d'une manière abracadabra. Alors on ne sait pas dans quelle situation on se trouve actuellement. Mais la situation écoutez, je vais d'abord vous dire une chose. Les 30 ans que j'ai vécu ici, ce ne sont pas des 30 ans seulement du plaisir. Je ne suis pas venu en Suisse, en tout cas, par mon propre gré. C'est-à-dire, je suis en exil. C'est-à-dire, l'homme qui vous parle a combattu Mobutu, a combattu la dictature. C'est cette dictature-là qui a fait que, comme tant d'autres aussi, que nous sommes retrouvés dans des pays étrangers comme ça, d'année en année, avec l'espoir qu'un jour on va retourner dans notre pays. Mais on sent toujours que la situation ne s'améliore pas. C'est-à-dire aujourd'hui, quand vous me parlez de 100 ans de Kabila depuis les élections non, de... Non, pas 100 ans, 100 jours quand même. 100 jours. Oh là, 100 ans, non. J'ai confondu avec les 100 ans de Mobutu. C'est-à-dire à l'époque, Mobutu s'imaginait qu'il a encore ce qu'on appelle la musculature. Oui, l'impérium, il avait l'impérium. Donc il pouvait lui permettre de vivre encore plus de 100 ans. Et pourtant, il n'a vécu que les 60 minables années. Et il est allé finir comme un personnage tout à fait minable dans un territoire qui n'est pas le sien. Tout ça qui devait aussi inspirer et donner et permettre aux autres de comprendre effectivement que dans cette vie que nous vivons sur Terre, ce n'est que nous sommes que des pèlerins. Oui, nous sommes que des pèlerins. Passagers, en fait. Et tout ce que nous faisons, ce n'est que la vanité des vanités. Le petit moment que la nature nous accorde de vivre, nous devons la vivre pleinement et bien servir les autres, partager tout ce bonheur avec nos semblables. Ce qui n'a pas été le cas, ni avec Mobutu, ni avec ce bonhomme qui est aujourd'hui à la tête de notre pays. Mais au fait, moi qui vous parle, je m'inscris dans une logique, la logique de la résistance qui est séculière, donc chez nous. C'est-à-dire que le pouvoir qui est à la tête de notre pays, ce n'est pas un pouvoir congolais, c'est un pouvoir d'occupation. Mais dire effectivement qu'il y a eu élection et que voilà 100 jours que rien ne se passe, nous sommes inscrits depuis très longtemps, même avant que M. Tshisekedi prenne la résolution d'aller se présenter à ces joutes électorales du 28 novembre 2011. Nous n'avons pas attendu que Tshisekedi devienne candidat pour qu'on change notre façon de voir les choses. Notre façon de voir les choses, c'est laquelle? C'est de combattre jusqu'à la victoire finale un pouvoir d'occupation. Les 100 jours qui viennent de s'écouler, ce sont les 100 jours du mépris de notre peuple. Ce sont les 100 jours de moquerie, de la raillerie, donc c'est-à-dire de manque de respect de notre peuple. Sachant effectivement qu'un pouvoir d'occupation ne peut jamais partir par les élections. C'est-à-dire que nous, ces élections ne nous disent absolument rien. Parce que ceux qui ne nous ont pas écoutés sont aujourd'hui donc dans l'impasse. Et me dire aujourd'hui qu'il y a eu prestation de serment, que ce soit même de prestation de serment faite par le Kanambé, puisqu'il faudrait qu'on l'appelle Kanambé, puisqu'il faut qu'on ajuste les choses. Ce bonhomme-là s'appelle Kanambé. Il ne faut pas qu'on l'appelle Kabila, parce que Kabila, c'est un Congolais. Kanambé, c'est un étranger qui a usurpé le pouvoir, qui est imposteur à la tête de notre pays. Donc, ce qui vient de se passer depuis le 28 novembre, ce n'est qu'une mascarade qui tient lieu d'élection. Pour nous, nous sommes dans notre logique, dans un agenda qui continuera toujours à faire son chemin, c'est-à-dire combattre l'imposture, combattre l'usurpation, combattre cette mascarade qui a tenu lieu de soi-disant élections.
Donc voilà, nous ne changerons pas. Alors, donc aujourd'hui, oui. S'il y a élection, si on parle des élections, on parle de ceci, de cela, moi je trouve effectivement que c'est une manière de mener notre peuple, d'amener notre peuple à s'accommoder aux mensonges, à s'accommoder à ce qui est artificiel. Vous comprenez? Alors, moi, je pense que le 100 jours, depuis les soi-disant élections du boutiquier, d'ailleurs, vous l'avez dit, Grugier, vous l'avez dit aussi, voilà, ce ne sont que des mascarades qui ont tenu lieu. Mais mascarades quand même, où on voit que les autorités, notamment belges, se rendent à Kinshasa. Il y a le ministre des Affaires étrangères, Didier Reynders, qui a séjourné il n'y a pas très longtemps. Il y a déjà le Premier ministre belge qui avait écrit une lettre assez contestée et contestable à l'époque pour reconnaître la réélection de Joseph Kabila. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que, malgré le fait de protester pour les 100 jours, comme le dit lui-même, comme disent aussi les joséphistes, les chiens aboient, la caravane passe? Mais il y a une chose à laquelle l'opinion congolaise particulièrement doit retenir. C'est celle-ci. La Belgique, qui fait partie de l'Union européenne, s'est singularisée, c'est-à-dire en mal. Parce que les soi-disant élections dont vous parlez, il y a eu les observateurs de l'Union européenne qui sont partis à Kinshasa et qui ont observé qu'il y a eu des irrégularités graves. Je dis bien graves, hein, puisque en diplomatie, il faut bien interpréter les mots à leur juste valeur. C'est souligné. Donc, de graves irrégularités. Donc, ça veut dire c'était une démarche qui devait absolument être rayée, carrément. Et aujourd'hui, si la Belgique, à travers M. Flao, qui écrit une lettre de félicitations à un escroc de grands chemins comme Ngoï Mulunda, là, vous devez vous faire l'idée de ce que réellement la Belgique, de l'attitude de la Belgique vis-à-vis du peuple congolais. Aujourd'hui, si un certain Reynders, qui est l'ami, je ne sais pas moi, de Louis Michel, qui a installé à la tête de notre pays cette espèce d'usurpateur, d'imposteur qui veut toujours se faire appeler Joseph Kabila, c'est vous dire effectivement le plan de cette Belgique de détruire le peuple congolais depuis très longtemps. Il ne faut pas oublier que l'héritage que la Belgique a eu de Léopold II, ce n'était pas un héritage de faire du Congolais, du peuple congolais, un peuple digne, un peuple respectable. C'était toujours d'utiliser tous les stratagèmes possibles pour rendre le peuple congolais misérable. C'est-à-dire en profitant de tout ce qui de toutes les opportunités possibles pour exploiter davantage les richesses qui doivent revenir au peuple congolais. Donc, que ces richesses servent à enrichir seulement l'Europe et la petite Belgique, qui est un petit État qui est inexistant. Si le Congo n'existait pas, la Belgique n'existerait pas. Vous comprenez? Le départ de M. Reynders, mais ça rentre dans cette logique de la Belgique de continuer à détruire le peuple congolais pour que ces territoires congolais lui servent toujours d'exploitation illicite des matières premières de notre pays. Il n'y a pas une autre logique. Mais pourtant, Didier Reynders dit très bien qu'il n'est pas allé au Congo pour légitimer les pouvoirs de Joseph Kabila et que, même si vous parlez des contestations, il n'y a jamais eu de contestations sur l'ordre d'arrivée de résultats d'élections. Le peuple congolais doit comprendre que l'attitude de la Belgique n'a jamais changé depuis que la Belgique a hérité du Congo depuis 1908, je ne sais pas comment, oui. Tout ça.
En 1960, par exemple, lorsque nous avons accédé à cette indépendance, entre guillemets, vous comprenez, la Belgique a combattu un fils du pays, en la personne de Patrice Emery Lumumba, pour l'empêcher de gouverner le Congo. Pourquoi? Parce que ce monsieur exprimait son amour profond pour ce Congo. Et quel a été le jeu de la Belgique en cette période-là? La Belgique a financé en même temps la sécession du Katanga pour empêcher au Premier ministre congolais, le premier ministre du Congo, de pouvoir gouverner. Et en même temps, la même Belgique a soutenu la sécession du Sud Kasaï, hein, pour empêcher au Premier ministre Lumumba de gouverner son pays. Hein. Il y avait ce qu'on appelle une espèce de comédie qui existait à cette époque-là, où la Belgique avait une ambassade à Léopoldville et en même temps une autre ambassade à Elisabethville. La même Belgique, alors que sachant très bien que ce pays, tel que Lumumba l'avait conçu, c'est un pays qui devait rester absolument unitaire. Donc la Belgique n'a jamais aimé les Congolais. La Belgique a toujours préféré que le Congo soit carrément un territoire, un espace d'exploitation où il peut se servir à loisir de nos richesses. Voilà. Donc le discours de M. Reinders ne m'intéresse pas. C'est un discours que je connais depuis très longtemps. Les Belges sont toujours comme ça. Et que les Congolais doivent en tout cas être vigilants sur tout ce qui vient de la Belgique. Et c'est de cette logique aussi que j'aimerais féliciter donc l'attitude du président Tshisekedi, qui a refusé même de recevoir M. Reinders. Mais c'est que M. Reinders dit, l'Union européenne ne l'a pas dit. C'est que M. Reinders dit, le centre Carter ne l'a pas dit. C'est que M. Reinders dit, l'Église catholique congolaise ne l'a pas dit. Mais ça ne peut que venir de la bouche de M. Reinders. Hein, M. Reinders qui représente cette petite Belgique impérialiste, cette petite Belgique néocolonialiste, esclavagiste et tout ça. Donc, si ça vient de Reinders, ou de Louis Michel, ou de M. Flau et tout ça, toute cette espèce d'exploiteur, toute cette espèce de la pègre, il faut le dire, c'est une pègre francophone de la Belgique, ça ne peut pas m'intéresser, ça ne peut pas me surprendre d'ailleurs. Voilà. Alors, M. Kaombou, vous parliez tout à l'heure de la résistance en disant que les Congolais étaient un peuple résistant et que vous-même, vous êtes l'un des résistants. Tout à fait, quand même. tout à fait. Alors, est-ce que vous pouvez expliciter ça? Tout à fait. Aujourd'hui, nous sommes les Congo, la République démocratique du Congo est un pays qui va en vrille. Et vous parlez de la résistance. Est-ce que vous pouvez rétablir un peu? Mais nous avons toujours été résistants depuis très longtemps. Ah bon? Sauf que les époques ont changé avec les instruments d'une période à l'autre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes dans une période où il y a un développement de la technologie, de communication et tout ça, etc. Mais le peuple congolais est toujours le même. Il a toujours été résistant. Léopold II n'a pas pris ce pays comme ça, comme si c'était vraiment un pays qui n'existait pas. Il a trouvé les gens qui se sont opposés à lui. Je vous remercie. Oui. Ah, oui, oui. Allez-y. Oui, merci beaucoup. Oui. Et voilà. Et il faut rappeler aux Congolais qu'il faut qu'on continue à résister. Nous allons toujours continuer à résister. Pourquoi? Parce que quand les Blancs sont arrivés chez nous, depuis même le XIVe siècle, hein, nous avons mené une résistance terrible contre les Portugais. Que les historiens rappellent à la jeunesse la mort de Vita Kimpa, hein, qui s'est opposé à l'implantation d'ailleurs des attributs de domination qui étaient par exemple l'Église catholique, l'Église chrétienne. Hein. Et la fin de cette dame qui s'appelait Vita Kimpa, qui est la première Congolaise d'ailleurs à se mettre debout pour lutter contre l'occupation étrangère, sa fin a été une fin tragique. C'était l'immolation
on l'a immolé sur le bûcher par les capucins, par les moines capucins, à cette époque-là, donc au XIVe siècle. Voilà. Donc c'était une symbole de la résistance. La résistance, nous devons la noter également du côté de quand Léopold est arrivé, il y a eu les Azandés qui se sont révoltés du côté de la province orientale. Hein. Il y a eu la résistance Pendé, hein, en 1936. Hein. En 1936, il y a eu la résistance Pendé. Il y a eu même mort d'homme dans cette résistance, puisque l'occupant, étant donné qu'il est venu avec des armes lourdes pour imposer donc son diktat, donc cette résistance était souvent étouffée dans l'œuf, mais les années, d'année en année, il y avait toujours une autre classe des Congolais qui surgissait pour s'opposer carrément à l'occupation des étrangers dans notre pays. Et je prends par exemple la période de Simon Kimbangu. Simon Kimbangu, c'était un employé dans une multinationale qui s'appelait Willery du Congo belge, donc HB. Et là, il a constaté qu'il y avait des injustices graves. C'est-à-dire que les travailleurs congolais étaient sous-payés, hein, par rapport aux étrangers. Alors, c'est Simon Kimbangu qui a mené une lutte syndicale dans cette entreprise pour empêcher à ces exploiteurs de continuer à appliquer leur politique de la déshumanisation, leur politique de l'exploitation de l'homme par l'homme. Hein. Ce qui l'a amené même à quitter, à refuser même le salaire minable de cette entreprise pour aller se réfugier donc dans son village natal où il a eu cette révélation de Dieu qui lui confiait la responsabilité de libérer le Congo, hein, de l'emprise coloniale. Hein. C'était la résistance. La résistance, nous l'avons eue avec Patrice Emery Lumumba. La résistance, nous l'avons eue lorsque nous avons lancé l'insurrection populaire. Aujourd'hui, on parle d'ailleurs dans le pays démocratique, M. Bellachon parle d'une insurrection comme étant un droit légitime du peuple de s'opposer à un pouvoir d'occupation. Vous comprenez? Et il y a eu l'insurrection de Kwilu avec Pierre Moulélé. C'était une forme de résistance. Et cette insurrection avait déjà récupéré une grande partie donc, du territoire national pour foutre dehors tous ces impérialistes et leurs laquais qui étaient des Congolais collabos. Hein. La résistance a toujours été une tradition au Congo. On ne peut pas dire que les Congolais, on va pas nous comparer aux Arabes qui font des actions, ça le regarde. Mais nous avons notre style, notre manière de faire notre résistance. Mais cette fois-ci, ça sera une résistance triomphante, puisque nous vivons dans une période qui est tout à fait exceptionnelle, une période du développement de la technologie, de communication et de tout ça. Nous utiliserons en tout cas tous ces moyens pour amener notre résistance maintenant à une étape triomphante et faire de notre peuple ce qu'on appelle le peuple résistant. Et il va résister perpétuellement. Vous allez voir ce que nous allons faire dans les jours qui vont venir. Alors, il y a eu les députés qui ont été élus. Certains ont été nommés, on parle même des députés nommés par Daniel Ngoï Mulunda. Parmi les députés qui sont sortis de cette nouvelle législature, il y a ceux de l'opposition, dont le président élu, Étienne Tshisekedi, a dit clairement qu'il ne reconnaissait pas ces parlements, mais les députés de l'opposition, certains ont décidé quand même d'aller siéger au palais du peuple. Votre point de vue? Mon point de vue est que tout ce qui est issu du mensonge, hein, ne peut pas aller plus loin. C'est une occasion aussi qu'on en parle. Et puis qu'on fasse effectivement une différence entre les gens qui aiment réellement notre peuple, notre pays, et les gens qui ne sont là que pour leurs propres intérêts.
Ça démontre effectivement aussi que dans notre pays, la classe politique est une classe pourrie. On ne peut même pas parler de l'opposition. De quelle opposition s'agit-il? Même l'opposition respectable que nous connaissons, celle incarnée par l'UDPS. Vous comprenez? Parce que au-delà de ce qui s'était allié dans cette dynamique, tu sais qu'il dit, for President, il y a eu aussi ce qu'on appelle les élus de l'UDPS, hein, et qui ont carrément lâché leur président pour aller siéger dans un parlement artificiel, un parlement qui est issu d'un processus mensonger, d'une mascarade. Vous comprenez? Et c'est là où on montre effectivement que ce comportement, c'est un comportement indigne. C'est un comportement qui doit permettre à notre peuple de comprendre que la classe politique est pourrie, que ce peuple ne peut pas mettre son espoir dans cette classe politique-là, qui s'appelle opposition. Dès lors que notre pays est occupé par les étrangers, il n'y a pas quelque chose qui est de sérieux qui peut émaner de ce que vous appelez aujourd'hui élection, de ce que vous appelez parmi ces mêmes députés-là. Il y a eu des députés qui se sont attaqués, qui ont été même dans des mouvements rebelles comme RCD, comme un type comme je ne sais pas moi, Roger Lumbala. Hein? Il a été dans un mouvement qui était financé par l'Ouganda ou le Rwanda. Hein? Le RCDN, pour combattre contre son propre frère qui était Laurent Désiré Kabila. Hein? Et aujourd'hui, ce monsieur-là, d'ailleurs, de toute façon, ce sont des seigneurs de guerre. Pour la plupart, il y a des seigneurs de guerre qui se disent aujourd'hui députés. De quelle députation s'agit-il? Étant donné d'ailleurs que dans ce fameux parlement artificiel, il y a des parlementaires qui ont été nommés et pas élus. Hein? Et puis, il y a une terrible contradiction qui existe aussi. Comment ces gens qui se disaient, qui soutenaient après les élections qui sont majoritaires, qu'ils ont gagné majoritairement, comment ils peuvent maintenant se constituer encore comme étant issus d'une opposition? Logiquement, ils devaient se considérer comme étant majoritaires. C'est-à-dire, tu sais que du président, tous ceux qui ont été à ses côtés ont été élus majoritairement. Donc c'est eux qui devaient se constituer comme majorité et que la bande, la racaille, là, dirigée par un petit imposteur rwandais, devait maintenant se retrouver dans l'opposition. Mais vous comprendrez effectivement que ce que je venais de dire, ce n'est pas seulement pour insulter mes compatriotes, c'est pour montrer à notre peuple, d'ouvrir les yeux, pour dire qu'il n'y a pas une classe politique qui se donne le souci du bien-être de notre peuple, de libérer notre peuple. À part nous, de la résistance. Mais voilà, lorsque les gens disent, bon, Bwana Kaombo peut toujours parler, il est en Suisse, il mange, il est véhiculé. S'il était à Kinshasa, il aurait compris que c'est pas facile et qu'on ne laisse pas partir comme ça 6 000 $ par mois, une Jeep, disons beaucoup d'avantages sociaux. On ne peut pas le laisser comme ça. Mais lorsque on fait de la politique pour son propre ventre, alors ça n'en vaut pas la peine. Donc la politique sera carrément dépréciée et ce sera vraiment une activité qui n'incarne plus en tout cas son véritable sens. La politique, c'est un art noble. Il faut vraiment l'anoblir davantage. Et nous allons faire de la politique un art pour apporter un bien-être à notre population et pas pour nous enrichir pour nos propres intérêts personnels. C'est ça. Mais que ces gens-là se mettent aussi en tête que lorsque les gens, Vita Kimpa s'est battu, ils ne se battaient pas pour avoir de l'argent. Quand Simon Kimbangu s'est battu, il ne se battait pas pour devenir riche. Quand Lumumba s'est battu, il ne se battait pas pour devenir riche. Il s'est battu
pour son peuple, pour libérer son peuple. Parce que toutes ces richesses-là, ce sont les richesses que la nature a données au peuple congolais. Mais il faut mener une politique qui consiste effectivement à ce qu'il y ait une justice distributive. Que cette richesse soit partagée, profite à tous les enfants du Congo. Ce n'est pas qu'on va commencer à donner de l'argent comme ça, mais qu'on voit un peu des œuvres qui permettent à l'homme de vivre dignement. Un salaire honnête, qu'on voit qu'un monsieur qui est malade peut se faire soigner dans un hôpital digne de ce nom, qu'on voit que les enfants vont dans des écoles en tout cas qui leur donnent un enseignement de qualité, qu'on voit effectivement que l'individu est digne de prendre un bus à l'heure qu'il faut, comme nous vivons ici en Europe. C'est-à-dire quand on vous dit qu'il y a un bus qui arrive à Juste vous avez le bus et vous prenez ce bus, vous quittez d'un lieu à l'autre. Et il faut que l'homme mange, il faut que l'homme s'habille, c'est ça. Et d'ailleurs, nous, lorsque nous serons au pouvoir, nous allons inscrire ça dans la Constitution. C'est-à-dire que lorsque un homme crève de faim, un Congolais crève de faim, il a le droit de traduire l'État en justice. Parce que l'État a le devoir de nourrir son peuple, de le vêtir, de le soigner, comprenez, de lui donner du travail, de faire de cet homme vraiment un homme digne de vivre. Comprenez? Donc aujourd'hui, ceux qui croient qu'il faut collaborer avec l'occupant pour vivre... Pour avoir 6 000 euros. Oui, pour avoir 6 000 euros par mois. Mais on ne peut que déplorer cette attitude qui est une attitude irresponsable. C'est une attitude vraiment d'un petit esclave, d'un petit colonisé, hein, qui n'a pas compris que ce pays lui appartient et que dès que ce pays est libéré, il peut en tout cas jouir dignement de tout ce que la nature lui a donné dans ce pays. Alors Paul, je voulais quand même revenir sur un aspect qui est important parce que de plus en plus les joséphistes disent vous qui parlez de la résistance, vous qui êtes des résistants, patriotes et combattants, vous ne parlez qu'à 8000 km de votre pays, donc vous êtes là, vous pouvez toujours tout dire. Mais il y a quelques temps, il y a quelques jours d'ailleurs, Jean Kalama, qui est un Congolais, un compatriote, un patriote, est quand même allé sur le continent africain et il a vu ce qu'il a vu et puis il est rentré. Ça dénote quoi? Ben, écoutez, moi, il faut laisser ces gens parler comme ils veulent. Si aujourd'hui le pouvoir d'occupation est fidèle à son agenda, nous aussi nous sommes fidèles aussi dans notre agenda, que nous n'allons pas dévoiler. Comprenez? Aujourd'hui, nous savons que le pouvoir d'occupation avait tricoté ces manœuvres de tripatouiller la Constitution. Il a tripatouillé la Constitution, mais aujourd'hui, le scrutin a un seul tour. Même la fameuse opposition-là a crié, on dirait vraiment que c'était une petite balle pipée. Et puis après tout, ils se sont accommodés. Vous comprenez? Et toutes les tricheries ont été planifiées, systématisées et tout ça. Et aujourd'hui, ce qui se passe d'abord, il faut que je le dise, il y a eu soi-disant un informateur. Hein, tout ça, c'est du gouvernement. Mais c'est de la distraction. Comment peut-on avoir un informateur lorsqu'on est dans la majorité? Oui. Hein, et tout ça, le peuple devait comprendre que tout ce qui se passe n'est qu'une distraction pour tirer notre peuple dans une ambiance qui nécessite maintenant à cautionner ou même à s'accommoder aux mensonges, à tout ce qui n'est pas vrai, aux antivaleurs, voilà, dont on a parlé. Voilà. Donc, de notre côté, nous avons aussi notre agenda, que nous n'allons pas dévoiler. Mais nous savons qu'ils disent que nous ne sommes pas sur terrain, mais nous sommes sur terrain. Nous ne pouvons pas leur dire que... Aujourd'hui, à l'est de la République, il y a eu des affrontements là dernièrement. Il y a des mercenaires payés par le petit imposteur, mais qui sont en uniforme de l'armée congolaise. Vous comprenez, hein? Les résistants sont sur terre. Ils attendent leur moment.
ils ne le diront pas. Voilà, nous savons, je vous le dis, qu'il y a un certain nombre de grands combattants ici à l'extérieur et qui sont d'ailleurs à Kinshasa et dans d'autres provinces et les gens ne les aperçoivent même pas. Mais ils attendent leur jour. Voilà. La bonne réponse. Oui. Bon. Et d'ailleurs, il faut que j'ajoute encore. Oui. Je ne peux même pas... parmi même ces gens-là qui disent, voilà, ils sont à 8000 km et qu'ils viennent ici et tout ça, et je connais, c'est les mêmes, quand ils sont en difficulté, ils nous envoient des messages SOS ici, en Europe. Envoyez-nous ceci, envoyez-nous cela et tout ça, etc. Et c'est nous qui envoyons. Je me souviens même aussi, il y a eu un Badibangi qui a parlé sur la radio de Don Kayembe, quelque chose comme ça, comme quoi il a choisi de se battre sur terrain et pas à l'extérieur. Mais lorsqu'on l'avait flingué par 2 fois, avec des plaies, il a lancé le cri à qui? Ce n'est pas aux résistants qui sont à l'extérieur, ce ne sont pas nous ici qui avons cotisé pour lui acheter le billet et venir se faire soigner dans des hôpitaux un peu modernes ici en Europe. Alors il faut que les gens réfléchissent. De toute façon, notre pays est en véritable déficit du personnel politique. Donc tous ces politiciens, à l'exception du vieux que nous connaissons, toute tendance confondue, mais c'est de la racaille. C'est vraiment une classe de ripoux. Donc c'est là où je ne cesse de vous répéter que la résistance congolaise, c'est celle qui porte en tout cas aujourd'hui le flambeau, l'espoir de notre peuple. Parce que nous aimons parce que nous sommes le peuple. Nous aimons profondément notre peuple. Nous aimons profondément notre territoire. Nous aimons tout ce qui émane de notre territoire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous ne pouvons pas en tout cas aujourd'hui cautionner qu'un Congolais puisse vendre sa dignité pour permettre à un étranger d'exploiter notre pays de manière illicite comme nous le vivons aujourd'hui. Là, le cas des contrats léonins, regarde les carrés miniers qu'on a distribués à n'importe qui. Aujourd'hui, il y a un escroc aussi européen à la personne de Forest, hein, qui est là, qui vient de fêter, je ne sais pas, 100 ans d'exploitation, donc l'actuel, tout ça. Donc ils n'ont été au Congo que pour exploiter notre terre, mais pas pour permettre à la population congolaise de vivre vraiment le bonheur, de vivre un véritable bien-être digne d'un peuple. Voilà. Donc, mais lorsque je vois qu'il y a des Congolais qui travaillent, qui collaborent avec les bourreaux de notre peuple, comment est-ce que je peux dire que cette classe politique congolaise est digne de libérer ce pays? Donc, je souligne encore, j'insiste que le peuple comprenne effectivement que l'espoir, la libération de notre pays ne peut venir que de la résistance congolaise. Et cette résistance qui se met en tête qu'elle n'est pas née aujourd'hui. Cette résistance vient de fond des âges. C'est une tradition congolaise. Et ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est une manière maintenant de libérer notre pays, de rebâtir, de refonder notre État de manière à ce qu'on fasse des Congolais le véritable peuple résistant. Et cela pour longtemps. Parce que le Congo, c'est pas le Burkina, c'est pas le Sénégal, c'est pas, je sais pas moi, le Malawi ou quoi. Le Congo est un jardin en Afrique qui regorge des richesses immenses qui sont convoitées par tous les rapaces du monde. Donc nous ne pouvons que mettre un gouvernement fort et faire de notre peuple ce qu'on appelle le gardien, patenté, le gardien naturel des richesses de son territoire. Voilà la vision que nous avons, la lecture que nous avons dans notre combat de libération nationale. Bon, Paul Kaumbu, nous sommes ici en Suisse, il fait très beau, hein, il fait un peu frais en même temps. Et vous savez que ça ne s'est jamais passé nulle part ailleurs, mais en tout cas ça s'est passé pour 2 personnalités congolaises. C'est
les jours de l'assassinat de Lumumba, mais aussi les jours de l'assassinat de Floribert Chebeya. Il y a eu 1 minute de silence au Palais des Nations à Genève pour regretter cette disparition. Or, on vient d'apprendre que le ministre de la Justice et des Droits Humains, Luzolo Bambi, voudrait interdire, censurer les films de Thierry Michel, Floribert Chebeya, Affaire d'État, Crime d'État, etc. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que la Suisse, quand même, c'est un pays qui a aimé Floribert Chebeya. Tout à fait. Tout à fait. C'est pas pour rien que depuis la mort de Floribert Chebeya, nous nous sommes dit, ici en Suisse, tous les résistants, qu'à chaque fois qu'on évoque le nom de ce monsieur, de ce grand combattant des droits humains dans notre pays, nous devons absolument garder 1 minute de silence. Mais, vous savez, je vais vous dire quelque chose. Quand Hitler avait occupé la France et d'autres pays, un de ses plus proches collaborateurs lui a posé la question, mais sire, je ne sais pas comment, Führer, nous courons, nous allons de victoire en victoire. Mais rien ne vous inquiète. Ah, il s'arrête, il dit, vous savez, oui, quelque chose m'inquiète. Voilà. Les collabos. Les collabos. Il dit ceci, si aujourd'hui, un homme comme le maréchal Pétain, qui a des souches solides en France, qui incarne effectivement la France dans toutes ses valeurs, et que ce monsieur puisse trahir son pays. Je sais que les Français aiment beaucoup leur pays. Et que je vois un homme comme Maréchal Pétain trahir son pays pour l'intérêt de l'Allemagne, pour mon intérêt, je dois me méfier. Ça veut dire que s'il a trahi son pays, il me trahira aussi un jour. Donc tous les collabos qui aujourd'hui soutiennent le pouvoir d'occupation, qu'ils sachent effectivement que le gars qui a la tête de ce pays, du Congo, applique le principe d'Hitler. Nous avons perdu Samba Kaputo, les Congolais. Il a soutenu l'insoutenable. Nous avons perdu nous avons perdu Kakouji, il est congolais. Nous avons perdu ce qui servait, ce pouvoir. Nawej. Nous avons perdu Nawej. Nous venons de perdre Katumba Mwanke. Nous avons perdu beaucoup de nos compatriotes, mais qui sont des collabos, qui soutenaient ce pouvoir. Mais, à contrario, les rwandophones ne meurent pas. Il y a Roubaix-Roy qui est dans ce pays. Il y a Tangada qui se promène librement. Il y a Kunda-Batouare, après nous avoir tués, tout ça, il se promène librement. D'ailleurs, il mange, il s'équire même les dents. Nous avons des gens, des souches rwandophones qui sont chez nous, qui ne meurent pas. Les Roubaix-Roy, les Karahabimougou et tout ça, etc., qui sont là. Mais que les Congolais comprennent ce que je viens de dire là, notamment Luzolo Bambi. Luzolo Bambi est du Bas-Congo. On a tué les partisans de Bundu Dia Congo. Il y a eu un charnier au Bas-Congo. Ces gens-là sont de son sang. Mais là aussi, des parents à l'Équateur. Mais que ce soit ni à l'Équateur, ni au Bas-Congo, en tant que Congolais, aller défendre l'indéfendable pour garder cette espèce de cheval blême à la tête de notre pays, que Luzolo Bambi se mette en tête qu'il le payera cher. Parce que le sang de Chebeya va crier. Le sang de Tungulu crie encore fort. Le sang de Bazana
crie. Le sang des Cathalicos crie. Le sang de tous ceux qui se sont battus. Oui, le sang de Bunza Mabé, le sang de tous les Congolais qui se sont battus et qu'on a tués. Hein, parce qu'ils se battaient pour que notre pays soit libre, soit se débarrasse en tout cas de ce pouvoir d'occupation. C'est de ce Congolais-là qui soutiennent l'insoutenable, comme l'avait soutenu Bemba. Regardez là où il est allé finir. Vous comprenez? Ils le payeront cher. Mais ça ne peut pas m'étonner, cher camarade Moulongo. Tous ces gens-là, ils sont dans cette logique de la danse du ventre. Hein? Ce sont des gens qui s'accrochent à cette mangeoire-là pour leur propre plaisir, leur propre profit et le profit de leur famille. Ce ne sont pas des gens qui peuvent parler au nom des Congolais. Vous comprenez? Voilà, c'est ça la logique d'ailleurs de tous ceux qui collaborent avec un pouvoir d'occupation. Monsieur Bwana Paul Kaumbu, nous tendons petit à petit vers la fin de notre entretien. Ouais. On sent que les temps deviennent un peu soleil baisse. Voilà. Je voulais quand même que vous puissiez nous dire comment est-ce que vous entrevoyez l'avenir de notre pays. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'il y a une crise politique au Congo? Mais la crise est là. On a parlé de 100 jours depuis les soi-disant élections boutiquées, grugées. Ces 100 jours n'ont pas apporté quelque chose au peuple congolais. C'est-à-dire, le pays est de facto maintenant représenté par deux présidents de la République, comme on le dit. Il y a un qui est légitime et l'autre qui est illégitime et qui veut gouverner par défi notre pays. Naturellement, il y a crise. Cette crise est là. Cette crise est là. Parce qu'aujourd'hui, il y a d'autres côtés, de l'autre côté, il y a le président, il y a Étienne Tshisekedi qui recherche l'impérium, qui lui manque. Mais pendant ce temps, l'autre a les attributs du pouvoir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour aller chercher un passeport, vous allez toquer au ministère des Affaires étrangères où se trouve un ministre qui est collabo, qui est avec lui. Mais le passeport, on a besoin de ce passeport. Aujourd'hui, si vous allez dans n'importe quel ministère, vous allez trouver des ministres qui sont des ministres de ce monsieur-là. Donc ça veut dire qu'il a des attributs de pouvoir à partir de tous ces gens-là qui sont à partir de cette armée qui aujourd'hui qui est dressée comme une chaîne prête à bondir sur les populations paisibles. Donc il y a crise. Il y a crise parce qu'il n'y a pas de salaire. Il y a crise parce qu'il y a des gens qui meurent tous les jours parce qu'ils sont malades, ils n'ont pas de quoi aller se faire soigner. Il y a crise, effectivement, puisque les enfants ne vont pas à l'école comme il faut. Il y a crise à l'Est. À l'Est, il y a crise. Il y a crise comment? Parce qu'aujourd'hui, dans une politique délibérée de la balkanisation de notre territoire national, les Congolais devraient ouvrir les yeux pour se poser la question pourquoi au moment où il n'y a pas encore un gouvernement qui devait être l'émanation des institutions issues de ces élections, pourquoi il y a eu ce qu'on appelle une décision de la division administrative de la province du Nord Kivu, où aujourd'hui une ordonnance a été signée reconnaissant l'existence de 6 nouvelles villes avec plus de 200 communes. Qui vont diriger ces communes-là? Qui vont diriger ces villes-là? Alors que les élections provinciales ne sont pas prêtes à être réalisées. Et pourquoi seulement la province du Nord Kivu, où se trouve Tangana, qui est recherchée par le tribunal pénal, la Cour pénale internationale? Et pourquoi cette division administrative ne concerne pas le Kasaï oriental? Pourquoi pas le Kasaï occidental, l'Équateur et le reste des provinces? Pourquoi seulement la région du Kivu?
Et pourquoi salut. Et pourquoi seulement au Kivu? Pourquoi seulement au Kivu où aujourd'hui le pouvoir central n'arrive même pas à dominer ou à écraser ou à éradiquer ce que, entre parenthèses, ils appellent les forces négatives. Hein? Il faut reconnaître une chose. Nous nous battons jour et nuit pour que le Kivu reste dans le Congo, dans notre pays, parce que notre Congo est indivisible. Mais aujourd'hui où je vous parle, le Rwanda qui comptabilise, le Rwanda qui devient maintenant le marché central des minéraux du Congo, comme les coltans, les casitérites, l'or, etc., il y a à se poser des questions. Si réellement le Kivu est puisque tous ces minéraux-là sortent du Kivu. Et aujourd'hui, on est en train de parler du Virunga, où on doit exploiter le pétrole. Et ce pétrole-là, et ces multinationales qui viendront exploiter ce pétrole, ne tiennent même pas compte de l'environnement. Ce Virunga, c'était la fierté du Congo. C'est important. Un parc très important et tout ça. Mais c'est le gouvernement, c'est le gouvernement de Joseph Kabila qui a signé quand même. Des Kanambé. Donc c'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle effectivement un gouvernement qui obéit aux diktats de la multinationale qui sont carrément des groupes d'intérêts occidentaux ici. Vous comprenez? C'est là où les Congolais devront se dire mais pourquoi on doit jusqu'aujourd'hui garder ces petits bonhommes à la tête de notre pays, hein? Mais nous sommes en train d'étudier cette situation. C'est-à-dire que, M. Moulongo, tout ce que je viens de t'énumérer là, ça fait partie de la crise congolaise actuelle, mais des germes même de la crise. Mais bon, Paul, je voulais revenir sur un aspect important qui m'avait échappé à un certain moment. Vous avez pris connaissance de la lettre qu'a adressée la communauté Tutsi rwandaise. On ne sait pas, il s'appelle parfois Emma, parfois Tutsi, parfois Banamulenge, lorsque ça les intéresse. Donc ils ont adressé une lettre de menace au secrétaire général des Nations Unies pour dire que si on arrêtait Bosco Tangana, le Kivu va s'embraser, etc. Il a protégé la communauté minoritaire. Qu'est-ce que tu... Mais c'est ce qui vient de se passer aujourd'hui. Oui. Tout ce qu'on parle aujourd'hui des hostilités dans l'Ituri, dans le Nord Kivu et le Sud Kivu. Mais c'est dans cette logique-là. Donc, c'est-à-dire, c'est dans le plan de la balkanisation de notre territoire. Et cette fois-ci, ils veulent en tout cas passer à la vitesse supérieure, pendant que leur compatriote qui est à la tête de notre pays est encore aux affaires. Mais ça ne peut pas nous inquiéter. Il y a chez nous le proverbe, d'ailleurs c'est un principe, le principe du premier occupant. Quand on est le premier occupant, on a des droits naturels sur celui qui viendra nous narguer. C'est-à-dire aujourd'hui, les Belges sont venus, d'abord il y a eu des Portugais, mais nous les avons foutus dehors. Ensuite, il y a eu des Hollandais qui avaient tenté aussi cette aventure de couper le Congo. Il y a eu les Belges. Il y a eu maintenant les Benyamouleng et les Rwandais là. Mais Honoré Ngbanda, qu'on se le dise, il faut quand même avoir de l'honnêteté intellectuelle pour reconnaître le travail que ce monsieur a fait. Bien que qui est parfait? Qui peut vraiment prendre la pierre et dire qu'il est vraiment propre dans notre pays là? Ce monsieur a démontré par A plus B que pour son pays, il est prêt à mourir. Il a démontré le complot de balkanisation de notre pays depuis très longtemps. Et si tout le monde s'était mis debout en ce temps-là,
on ne parlerait plus des Benyamulenge ou des Tutsis qui se permettent aujourd'hui de nous menacer. Mais ça, ils sont allés encore plus loin. Hein? Pourquoi? Parce qu'ils se sentent soutenus? Mais parce qu'ils se sentent tous soutenus, parce que nous sommes dans le règne du mensonge. Dans ce règne, le pouvoir qu'il y a à Kinshasa, c'est un pouvoir, c'est le règne du mensonge. Depuis 2001, comment est-ce que ces bonhommes sortis comme ça de nulle part pouvaient vraiment être à la tête de notre pays? Il y a eu des discours tricotés autour de ça. C'est le fils à Mouzé, et pourtant ce n'est pas le fils à Mouzé. Aujourd'hui, à la tête de notre pays, on a pris le nom de Mouzé, on a collé à un étranger pour que les Congolais s'accrochent à ces noms-là. Et pourtant, il faut lui enlever ces noms. Parce que Rwanda a démontré que c'est un peuple de menteurs. Le peuple Tutsi, c'est un peuple de menteurs. Vous comprenez? Il y a encore un travail formidable qui a été publié par une Congolaise, Maman Jeanne-Marie Sindani, qui prépare un diplôme en droit international en Allemagne, qui démontre effectivement les origines de Congolais, les origines bantoues et leur migration, et les différentes péripéties de notre histoire, où on retrouve à des moments donnés cette espèce de race qui s'appelle Tutsi, hein, et qui, à des moments donnés de notre histoire, ils pénètrent, ils viennent chez nous, et ils n'ont pas commencé ça aujourd'hui. Je préfère en tout cas que ce bouquin soit publié pour que les gens comprennent que le combat que nous menons contre ces gens n'est pas un combat d'aujourd'hui. Ces gens-là nous ont déjà noyautés pendant l'Égypte pharaonique, à l'époque, à l'Antiquité. Ces gens-là, ce sont des gens qui sont venus de quelque part et qui se sont présentés comme les envoyés du ciel. Et aujourd'hui, ces gens-là, ils développent un discours qui consiste à donner l'illusion au peuple que ce sont des juifs qui sont liés aux juifs. Hein? Mais si ce sont des juifs, les Falachas qui sont en Éthiopie, qui sont partis, pourquoi ils sont restés et ils n'ont pas pensé à rejoindre les Falachas qui sont des Noirs, des Juifs noirs et qui sont en Israël aujourd'hui. Donc c'est-à-dire, toutes ces menaces, nous les savons, c'est du tricotage. C'est comme ça qu'ils ont fait même quand l'histoire de Benyamulenge, c'était une histoire créée de toutes pièces juste pour justifier l'entrée de AFDEL et de l'armée rwandaise sur notre territoire. D'ailleurs, Mulenge, voilà. C'est une colline. Mulenge, c'est une colline. Et d'ailleurs, n'engendre jamais. Je voudrais que les gens, oui, que les Congolais aient quand même cette... vraiment... ce sentiment quand même de lire un peu, d'écouter ceux qui se battent pour leur pays. Et les écrits de Ngwanda sont vraiment des écrits fantastiques. Hein? Il y a toutes les révélations de cette occupation là-dedans pour le comprendre. Mais pourquoi ne pas lire des bouquins qui sont élaborés par nos propres compatriotes, et on se plaît seulement de lire seulement Charles Onana, mais nous l'aimons bien, il fait un travail, mais il n'est pas congolais. Et il y a Pierre Payan qui écrit, qui démontre effectivement que ces gens-là sont aussi des menteurs, mais on s'intéresse à ce qui est écrit par les étrangers, mais l'office du pays, mais c'est celui-là qui dit la vérité. Parce que cela rejoint même la prophétie de Mfumu Kimbangu, qui dit que, mais de Lumumba aussi, qui dit que la libération de notre pays ne viendra que par le truchement des enfants de ce pays. Vous comprenez? Et l'histoire de notre pays ne peut être écrite que par les enfants de ce pays. Voilà. Bon, Paul Kaumbu, nous sommes vraiment à la fin, parce que nous voyons maintenant, il y a les corbeaux qui commencent à croisser. Et puis, il y a les mouettes qui chantent. Hein, oui, il y a les canards qui se dirigent maintenant vers leur basse-cour là-bas. Voilà. Et voilà.
Donc c'est un grand plaisir encore de te retrouver encore. Peut-être les mots de la fin d'abord. Ouais. Est-ce que tu as les mots de la fin? Mais... Est-ce que tu as assez parlé? Est-ce que Réveil FM International, Congo Téléma t'a donné le temps de parole qu'il faut? Mais écoutez, Réveil FM International, c'est un média de résistants. Et nous avons toujours un grand plaisir lorsque vous nous rendez visite et vous nous donnez cet espace pour nous exprimer. Et notre fierté va encore plus loin parce que c'est à travers vous que le message atteigne ceux qui ont soif de savoir, en tout cas, sur les événements qui se passent dans notre pays. Et partant, il y en a qui ont pris maintenant conscience et qui adhèrent massivement d'ailleurs dans notre mouvement. C'est à travers Réveil FM. En tout cas, Bwana Paul Kaumbu, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie beaucoup. Hein. Merci d'avoir répondu à l'invitation. Mais la victoire est certaine. Il ne faut pas oublier, c'est ça le mot de la fin. Que le Congolais se mette debout et qui croit en la victoire, qui ne va pas tarder. Et qu'ils n'oublient pas une chose, le droit du premier occupant. Nous sommes des Congolais, la terre est à nous. Quel que soit l'envahisseur, nous finirons par le mettre dehors. Voilà une note d'espoir que je donne aux Congolais. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Merci. Radio FM International, Congo Téléma. La radio des résistants, la radio des patriotes, la radio des combattants congolais. Réveil FM International, Congo Téléma, la radio des résistants, la radio des patriotes, la radio des combattants congolais.